Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui je suis avec Damien à bord de sa Peugeot i208. Oui, on est toujours sur de la voiture électrique. Et aujourd'hui on va échanger avec Damien sur déjà pourquoi il roule en i208, mais surtout pourquoi il a décidé de changer de voiture. Va-t-il prendre une Tesla, une Model 3? On va essayer de voir ça aujourd'hui tout de suite. Donc salut Damien, bienvenue sur la chaîne. Tu es passé à la voiture électrique depuis quand? Depuis février 2020. D'accord. Depuis que je suis revenu échanger de mode de vie, j'avais envie de changer de véhicule et c'était une première expérience. C'était vraiment, j'étais novice dans l'électrique. D'accord. Tu roulais en quoi comme voiture avant? Alors avant, mon tout dernier véhicule principal était une Alfa Romeo 159 Ti, donc un bon diesel, mais j'avais besoin de faire beaucoup de routes au quotidien. D'accord. Donc ayant changé de mode de vie, j'ai eu besoin d'un véhicule plus petit et aucun besoin d'avoir un véhicule qui soit capable de faire beaucoup de routes. Donc le choix s'est porté sur le véhicule électrique, j'ai voulu tenter ma chance. D'accord. Et là, ta i208, c'est la deuxième voiture du foyer ou c'est ta voiture principale? Alors j'ai beaucoup de véhicules, donc quasiment un véhicule pour chaque usage, donc j'avais pas forcément de contraintes particulières dans le choix de ce véhicule là. C'était un véhicule vraiment pour me rendre au travail, pour le quotidien. D'accord, ok. Donc pourquoi tu as choisi la i208? Alors vraiment je savais pas que Peugeot décidait de sortir un véhicule électrique ou toute une gamme de véhicules électriques, et vraiment par hasard via l'actualité j'ai vu des vidéos de présentation et j'ai vraiment eu un coup de cœur aussi bien sur le style que par le principe de véhicule identique à un véhicule thermique mais en électrique. D'accord. À ce moment-là, tes choix n'étaient pas tellement sur les capacités des voitures, l'autonomie, c'était plus sur le fait je veux rouler en électrique, je veux une voiture qui est capable de faire ce que je fais au quotidien, et puis il y a peut-être plus d'autonomie, il y a peut-être plus efficace, etc. Mais c'était pas tes critères de choix à ce moment-là. Exactement, je me voyais pas forcément dans les médias passer sur un électrique, mais là c'était un peu le coup de cœur en fait, sur le style, en me disant pourquoi pas, et c'est ce qui m'a amené à me renseigner un peu plus sur l'électrique et de décider à faire le cap de l'électrique. D'accord. Et tu avais regardé d'autres voitures électriques à ce moment-là ou après, avant de commander, j'ai commencé à me renseigner et je me suis rapidement rendu compte que la principale concurrente c'était la Renault Zoé. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment le style qui faisait le look de la voiture, la différence. Ouais. D'accord. Ok, donc pour rappeler, parce que je suis pas un grand spécialiste de la i208, on fera sans doute une deuxième vidéo sur la i208, mais peut-être plutôt sur la i2008, parce qu'après on va vous lâcher une petite information et vous verrez, parce qu'en fait ce n'est pas la voiture de Damien, c'est une haute i208. Mais on va en parler un petit peu après. Continuez à regarder la vidéo, ce sera le petit bonus, vous verrez, c'est un peu croustillant.
donc c'est une batterie, donc tu me disais théoriquement 50 kWh, mais c'est plutôt du 46 kWh utile. Exactement. Une consommation, tu me disais toi sur tes consommations au quotidien en trajet semi-urbain, urbain, tu es autour des 12,5, 12,6. Ouais, là on était, voilà, je suis à 12,6 pour un trajet, pour les trajets quotidiens, mélange de petites routes et de villes. Hein, je filme en même temps pour vous montrer, voilà le compteur. Et là tu fais surtout de la route de ville départementale, un petit peu de nationale ou rarement? Très peu, bon déjà on vit tous les deux en Bretagne, donc les 130 d'autoroute c'est rare, c'est un peu loin pour nous, donc au mieux c'est 110 km/h sur voie express et j'en fais rarement, c'est principalement pour des déplacements professionnels. D'accord. Et là sur parce que je vous rappelle, hein, je vous l'ai déjà dit, les nationales bretonnes sont des 4 voies et on n'a pas d'autoroute hein, grâce à la duchesse Anne de Bretagne. Et donc on est limité à 110 et là quand tu es sur les nationales, ta consommation elle peut monter à combien? Moi je pars du principe en été où je suis à 20, si les conditions sont parfaitement en ma faveur, ça va être 18-19. D'accord. Et si les conditions sont pas bonnes, ça monte à 21-22. D'accord. Pour comparer, hein, vous l'avez sans doute vu sur d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore découverte. Avec ma Tesla Model 3 Standard Range Plus, je suis plutôt sur une consommation de 13,5, 13,6 en moyenne et à 110 stabilisé. Et avec la Volkswagen ID3, on est plutôt autour des 14,5, 14,8. Hein, donc on a quand même une consommation qui est assez importante hein, sur cette petite voiture. Après c'est ce que tu me disais, c'est sans doute lié aussi au châssis parce que la voiture fait une tonne 4, une tonne 5, donc c'est pas catastrophique en poids, mais c'est plus l'aérodynamisme de la voiture qui est peut-être pas forcément le plus efficient par rapport à une Zoé notamment, où l'aérodynamisme a été plus recherché sur l'économie de consommation quoi. Ouais. Alors, à titre de comparaison, moi j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça un véhicule, une Renault Zoé, donc une 52 kWh en location. Ouais. J'ai vu une nette différence de consommation parce que mon usage était le même, j'ai conduit de la même manière et oui j'ai constaté une nette une consommation nettement plus faible sur la Zoé. Ouais. Mais bon, la Zoé, même si à la base, hein, de mémoire, dites-moi en commentaire si je dis une bêtise, mais de mémoire c'est le châssis de la Modus. Non, je dis peut-être si c'est la Modus qu'elle s'appelait cette voiture, je sais plus. Je vous mettrai une photo. C'est Renault est parti à la base de ce châssis-là pour construire la Zoé. Et là, bah voilà, on est un peu comme sur le BMW iX3, les vidéos que je vous ai montrées en présentation. On est sur une électrification d'une voiture thermique, hein. Elle est comparable quasiment en tout, sauf la batterie, la propulsion avec la 208 normale quoi. D'ailleurs, je trouve que c'est une citadine assez sympa. Personnellement, j'ai jamais acheté de Peugeot, mais j'ai toujours adoré le style. Hein. C'est vrai que le tableau de bord, tout ça, le cockpit, c'est assez sympa. On vous fera sans doute une vidéo un peu plus détaillée où je vous présenterai un peu plus tout ça. Mais voilà. Aujourd'hui, tu as déjà tenté des grands trajets avec ta i208 ou pas? Alors oui, je suis en partie en vacances cet été avec ce véhicule précisément, donc plus de 3000 km en moins de 2 semaines et surtout en fait un premier trajet aller et les trajets aller et retour de à peu près 650 km chacun. D'accord. Ça a été très sportif, ouais. Justement à cause de la consommation exponentielle en fonction de la vitesse. D'accord. Où je me suis résolu au retour à prendre les routes à 80 km/h pour faire un peu moins de kilomètres et au final à être gagnant en faisant moins de recharge. Sur le temps de trajet quoi. Donc voilà, c'est vraiment la problématique hein, de voitures thermiques, reconditionnées, où on n'a pas forcément des consommations qui ont été optimisées et pensées pour. Et voilà, sur des trajets autoroutiers, des grands trajets, bah, ce type de véhicule, il faut peut-être réfléchir et penser différemment l'envie de voyage. Et comme tu le disais, peut-être essayer de passer par les petits canaux, les petites routes, etc. On va se téléporter tout de suite. On va aller à bord de la Tesla parce que Damien n'a jamais été dans une Tesla. Donc on va aller faire découvrir la Model 3 à Damien. Et puis on va aborder dans la deuxième partie de la vidéo pourquoi il veut changer. Qu'est-ce qui se passe
avec sa i208. Allez, on se retrouve tout de suite à bord de la Tesla. Voilà, on vient de se téléporter dans la Tesla. Et petite séquence découverte pour Damien, donc les premiers tours de roue en Tesla. Et comme on dit souvent dans la famille Tesla, l'essayer, c'est foutu. On verra. Pour l'instant, là, les tout premiers tours de roue, c'est vrai que on a une très très bonne première impression. Ouais. Position de conduite, bon, ergonomie. à peu près, je pense qu'on a à peu près le même gabarit, donc là la position est plutôt bien pour moi. C'est vrai que c'est très intuitif, je me sens très à l'aise. On a une sensation de solidité, une robustesse du véhicule. On a vraiment l'impression d'avoir un bon véhicule entre les mains. Je suis impressionné. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la Tesla. C'est ce que tu dis, c'est cette sensation. On sent que le véhicule est très rigide, est très ferme en termes de châssis, etc. Mais il reste assez confort. La direction est assez lourde, donc on a vraiment l'impression d'avoir une voiture qui est qui est pas légère. La sensation sur l'ID3 est complètement différente. La direction très très légère. J'ai vraiment l'impression d'avoir une voiture un petit jouet. Et je suis presque parfois pas à l'aise avec l'ID3, alors qu'avec la Tesla, voilà, on sent que on a une voiture, elle est campée sur la route et elle va pas partir comme ça au moins de coup de vent, quoi. Alors par contre, elle n'est pas des plus agiles, hein, ça m'arrive encore sur des petits ronds-points, des fois je me dis je suis pas sûr quand je dois faire les trois quarts du rond-point, je me dis je suis pas sûr d'arriver à finir de tourner sans devoir faire une marche arrière, hein, mais je pense que ta 208 est sans doute beaucoup plus agile en ville et compagnie, quoi. Oui, bah ça reste quand même un véhicule de petit gabarit qui fait tout juste 4 mètres, donc ça fait une grosse différence par rapport à une Tesla Model 3. Donc la question c'est qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que tu veux changer de voiture? Eh bien, parce que je suis parti en vacances avec une i208, je me rends compte que c'est trop contraignant. Après, il faut peser le pour et le contre. Est-ce qu'on en a besoin pour, si on part qu'une seule fois par an, c'est vraiment utile de passer sur un véhicule plus gros? Moi, j'estime que ça vaut le coup. Les prix également, hein, quand même, la Tesla Model 3 devient très compétitive en termes de tarifs. Elle devient presque abordable. Elle exagère peut-être un petit peu, mais presque. Et l'autonomie, où là, c'est vraiment ça, la grosse différence, c'est ça. Comme je montrais là, je vais vous filmer parce que j'avais fait cette petite séquence. Je vais vous montrer pour comparer mon trajet depuis ce matin, hein. Je suis parti avec la batterie pleine à 100% et vous voyez que sur ma journée j'ai fait 222 km et j'ai fait une moyenne à 116 Wh au kilomètre. Et de mon côté, moi j'ai fait essentiellement de la départementale, un peu de nationale, etc. Voilà, pour comparer avec les 12,6 de la Peugeot sur un circuit urbain périurbain. Donc je dirais voilà, la Tesla est très frugale là-dessus. La i3 va consommer un peu plus. On n'a pas parlé de ça. En termes de budget, la i208, c'est quoi comme budget d'achat? Alors la mienne, avec le bonus déduit, faut compter 30 000 euros. D'accord. Sur le bonus, toi tu étais sur le bonus 7 000 euros? Non, tu étais à 6 000 euros. Ouais, j'étais juste avant les 7 000. Donc dans les conditions où on est revenu actuellement depuis le 1er juillet. Parce que je vous rappelle que depuis le 1er juillet 2021, les aides de l'État ont été ramenées à 6 000 euros pour les véhicules qui coûtent moins de 45 000 euros. 2 000 euros pour les véhicules entre 45 et 60 000 euros, et au-dessus de 60 000 euros, il n'y a pas de remise d'aide de l'État. Donc on est sur un gap de 7 000 euros. Hein. Tu vois, aujourd'hui, la Tesla, tu peux la toucher, la Standard Range Plus, tu peux la toucher à 37 000 contre aide de l'État déduite contre 30 000, et tu as le droit à une option. Donc ça va monter à 38 000 si tu veux une peinture métal, excusez-moi. Si tu veux l'intérieur blanc, voilà. Donc c'est vrai que c'est à réfléchir. Alors c'est un budget, hein, 7-8 000 euros de différence, c'est un gros budget, tout le monde ne peut pas le faire, évidemment. Mais c'est vrai que bon. Alors après, on va aborder le petit point bonus parce que, comme je vous le disais en début de la vidéo, la i208 que Damien m'a fait essayer, ce n'est pas sa i208. Et là, on va attaquer le côté un petit peu olé olé. Donc raconte-nous, qu'est-ce qui se passe avec ta 208 électrique? Alors, déjà pour la première année à bord de la i208, de ma i208, tout s'est bien passé, je n'ai eu aucun problème. Au quotidien, j'ai pas eu de problème particulier. Bon, après on était confinés, ça a peut-être aidé. Par contre, une semaine avant de faire la première révision,
donc le véhicule avait tout juste 11 000 km. J'étais victime d'une panne, le véhicule était dans mon entrée de garage, je n'ai pas pu partir au travail. Donc bon là, il y a l'assistance Peugeot, il y a le bouton dans le véhicule pour contacter une dépanneuses, tout s'est bien passé. J'ai perdu une demi-journée pour pouvoir avoir un véhicule de remplacement. Et malheureusement, le véhicule a été réparé, mais le problème est revenu. Donc là aujourd'hui j'en suis à la 4e fois où le véhicule tombe en panne depuis février de cette année, donc en 6 mois en gros. Il y a eu pour plus de 12 000 voire presque 13 000 euros de réparation aujourd'hui sur mon véhicule. D'accord. Et il vient de tomber en panne. Là, je l'ai récupéré vendredi soir, 48 heures après, il est retombé en panne. Alors la panne, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as exactement comme Donc en fait, le véhicule, on rentre dedans, aucun souci, on appuie sur le bouton démarrer et au lieu de démarrer normalement, on a un voyant, enfin un pop-up qui s'affiche sur le combiné et qui indique défaut système de traction électrique. Veuillez consulter la notice. Et en fait, le véhicule est totalement inutilisable. On peut absolument rien faire. On peut pas passer vitesse. On peut pas le mettre en mode drive pour le démarrer. On peut pas fermer le véhicule. On peut sortir du véhicule. On peut essayer avec la télécommande de la clé de fermer le véhicule. Rien. Les feux resteront allumés. Impossible de faire quoi que ce soit. Et tu me disais là, tu m'avais envoyé un lien. Je vous mettrai le lien en description, en incrustation, et je vous mettrai dans la description de la vidéo sur le forum Automobile Propre. Hein, il y a un sujet de discussion qui s'est mis là-dessus. Il y a plus de 50 pages à lire, donc il y a pas mal de choses croustillantes. Et certains ont eu cette panne, mais comme tu le disais, même pas 500 mètres après être sorti de la concession le jour de la livraison, et impossible de refaire partir les voitures, quoi. Et plusieurs personnes, hein, je les ai pas comptées. Je sais pas si toi tu t'es amusé à compter le nombre de cas sur ceux qui se sont manifestés sur le forum, mais il y a une bonne dizaine de personnes, voilà, qui témoignent sur le forum de cette problématique-là. Il y en a peut-être d'autres. Alors c'est pas beaucoup par rapport au nombre de i208 livrés. Mais là, on est face à un souci, et je crois que le tout premier qui a eu ce souci-là, sa voiture, elle était envoyée au centre à Vélizy directement, et je crois qu'elle y est restée plusieurs mois. Il avait aucune nouvelle, etc. pour savoir ce qui se passe. Et Peugeot, a priori, ne sait pas vraiment ce qui se passe sur ces voitures. Il y a plein d'hypothèses, mais il n'y a aucune réponse claire. Après, la difficulté, c'est plus la réaction commerciale de Peugeot, parce que toi, c'est quand même un peu la galère, quoi. Oui, c'est vraiment la réaction classique des constructeurs automobiles qui ont plus de 100 ans. C'est d'y aller graduellement. Au début, c'est une mise à jour logicielle. Ensuite, on change un câble sans trop nous dire exactement quel câble. Et en fait, ils attendent de voir si le véhicule se répare tout seul. Mais voilà, la panne est résolue, et en fait, on fait subir aux clients en fait cette panne, alors que s'ils prenaient les devants et décidaient de changer à défaut, voilà, ou même remplacer le véhicule, l'impact serait beaucoup moindre. Moi, on m'aurait remplacé mon véhicule, j'aurais pas eu de problème après. On se dit voilà, ça peut arriver, ils ont pris en charge le truc, il n'y a pas de souci. Et là, c'est vraiment de avoir l'impression de se dire on fait les choses au moindre effort, au moins cher, quoi. Donc toi, tu te retrouves dans la situation où tu avais une réflexion déjà pour changer de voiture et te dire il va m'en falloir une plus grande, et puis dans le même temps j'ai une voiture qui est pas fiable, et te dire à qui je vais revendre la voiture, quoi. Donc voilà, bon, on se tiendra un peu au courant sur l'évolution et voir un petit peu, et puis avoir peut-être une réponse là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des informations, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est vrai, allez voir sincèrement le forum, parce que j'irai sur le vécu des propriétaires de ces voitures en panne. C'est quand même très 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 particulier. C'est toujours un petit peu cette sensation de langue de bois, et de du constructeur, comme tu dis, qui donne pas d'informations. Donc on doute même, je dirais, de la fiabilité du truc et et du professionnalisme. On a vraiment l'impression qu'ils ne savent pas ce qui se passe, quoi. Donc c'est assez compliqué. On va en revenir à la Tesla. Donc bon, c'est difficile, hein. Je pense qu'on essaiera de faire un essai un autre jour tous les deux, parce qu'on est sur les bords de côte, hein. Je vous mettrai une petite incrustation, vous allez voir, c'est une route qui est superbe, hein. On est entre Pleumeur et le Finistère.
Clohars-Carnouët, le long de la côte. Si un jour vous passez dans le coin, venez, c'est quand même superbe. Mais voilà, c'est la fin de journée, on est en bord de plage, les plages de surfeurs, et c'est pas une route où on peut rouler super vite. Tes premières impressions sur la Tesla? Le silence. Ouais. Là, c'est impressionnant. Même par rapport à la i208? Ah oui, incomparable. Là, je considère ça comme un véhicule premium. Avant, il fallait aller sur une Mercedes classe E ou voire plus supérieure pour avoir une insonorisation de ce type-là, en dehors du fait du véhicule électrique. En plus, là, avec un véhicule électrique, c'est vraiment impressionnant. Et la sensation, c'est ça, de présence de la voiture. On a vraiment l'impression d'avoir un beau véhicule en main. Une très belle expérience au volant. Même si on n'a pas l'occasion de beaucoup rouler, mais c'est... Et donc aujourd'hui, toi, ton cahier des charges, ce serait quoi? Ce serait une voiture 450 km d'autonomie qui serait capable de pas passer une éternité sur une bande de recharge. Aujourd'hui, c'est quoi ton cahier des charges? Exactement. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la 208 électrique, c'était mon premier véhicule électrique. J'ai beaucoup appris de mon besoin en fait en véhicule électrique. Ouais. Donc maintenant je sais ce que je recherche, ce que je veux, et donc c'est effectivement ça, c'est une autonomie maîtrisée, qu'on sache ce à quoi s'attendre, et capable de comment dire, pallier. Aucun véhicule électrique qui est parfait, donc on peut pallier par exemple effectivement avec des recharges voilà, très rapides qui peuvent compenser une consommation qui pourrait être élevée ou une petite batterie, mais il faut pas non plus se bloquer effectivement sur le véhicule n'a pas assez d'autonomie, mais s'il a une très bonne vitesse de recharge, ça peut permettre de compenser. Donc ça maintenant oui, c'est un élément important pour moi, alors qu'avant c'était totalement pas pris en compte dans mes critères. Oui. D'accord. Et aujourd'hui tu as déjà, je crois, testé la Ioniq 5? Je suis allé essayer la Ioniq 5 il y a une dizaine de jours à peu près. J'ai eu une très bonne impression. Alors grosse différence, c'est qu'on constate quand même que c'est un véhicule, on voit c'est un constructeur classique, hein, Hyundai maintenant, ça fait 40 ans qu'ils font des voitures. Vas-y, je te coupe, t'as un petit accès, vas-y, appuie sur la pédale. Allez. Ah oui. Hein? Ça pousse? Ouais. Bah là on peut s'amuser et comparer à la Ioniq 5. La Ioniq 5 que j'ai essayé, c'est la version propulsion avec 214 ou 218 chevaux, je sais plus exactement. Il y a une très bonne sensation de l'accélération, mais on se rend compte que le véhicule fait 2 tonnes 2, 2 tonnes 3, donc bon, c'est pas la même chose que là. Je vais réessayer vite fait, mais ouais, non, il y a vraiment un gap. On a une puissance bien supérieure par rapport à la Ioniq 5. Et ce qui est excellent, je crois que c'est la première fois que je suis passager de ma voiture, et j'avais déjà vu dans d'autres vidéos de se dire, c'est vrai, quand on conduit et quand on est passager, la sensation d'accélération est pas du tout la même. Donc ouais, tu disais par rapport à la Ioniq 5, tu sens qu'il y a quand même une différence. On sent que la Hyundai a un véhicule quand même plus light en termes de qualité de fabrication. D'accord. Il y a quelques bruits de mobilier, j'ai pu le confirmer en regardant des vidéos d'essais où effectivement il y a quelques petits défauts que je ne retrouve pas dans la Tesla. Là, la Tesla, moi je suis particulièrement impressionné par effectivement la qualité de finition du véhicule. C'est vraiment impressionnant. Bah écoutez, on verra bien. Est-ce que Damien va craquer? Est-ce que Damien va passer chez Tesla? Est-ce que Damien va acheter une Model 3? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On reviendra je pense plus tard avec Damien, et sans doute au volant d'une i2008 parce que comme vous le savez maintenant, bah, sa voiture est toujours au garage. La voiture qu'on a essayé tout à l'heure, c'est une voiture de prêt, et Damien devrait pouvoir avoir une i2008 aussi en prêt. Donc bah, je pense qu'on fera une deuxième vidéo. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça bah, on fera une présentation un peu plus large du système Peugeot, du multimédia, de l'ambiance, comme tu dis, des sensations d'accélération, d'insonorisation, etc. Parce que bah, tout le monde ne veut pas rouler en Tesla, tout le monde n'a pas le budget de rouler avec une Tesla, même si aujourd'hui ça devient quand même beaucoup plus abordable. Et puis il y a des gens qui vont vouloir avoir un petit SUV urbain. Ah, on croise une Model 3 qui nous a fait un coucou.
Donc on va revenir sans doute sur une prochaine vidéo sur la i2008 et puis on pourra peut-être avoir des nouvelles de la voiture de Damien, savoir si elle revient ou pas. On croise les doigts. On croise les doigts. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.